Donc, 10 minutes, c'est relativement court. Donc, j'ai essayé de synthétiser, disons, en 4 idées principales. Donc, alors, je ne sais pas s'il fallait que je me présente ou pas. Non, rapidement. Je t'en prie, si tu veux dire quelques mots sur toi, pour commencer, oui. Oui, donc je suis philosophe des sciences et techniques et spécialiste aussi de philosophie politique. Et je m'intéresse à l'écologie du numérique depuis une quinzaine d'années à peu près. Et là, je suis en train de faire une mise à jour du livre La face cachée du numérique qui est sorti en 2013. Et ça sera, il y aura un gros bouquin d'abord et puis que j'ai presque terminé. Et un petit derrière, un peu le style publié à l'échappée en 2013. Donc, je vais vous parler principalement du numérique sous cet angle-là, en fait. Donc, ça ne couvre pas tout, hein, loin de là, mais c'est mon angle. Donc, quatre idées principales. La première porte plutôt sur l'énergie. Est-ce que ça consomme de l'énergie, le numérique? Alors, ce que montrent les données mondiales, c'est que oui, ça consomme. Ça consomme à peu près aujourd'hui en 2020 deux fois plus qu'en 2007. Donc, on est à 3 ou 4% des émissions de gaz à effet de serre planétaires au lieu de un peu moins de 2 en 2007. Donc, pratiquement un doublement en un peu plus de 10 ans. Alors, il y a une illusion en France de consommation stable parce que les usages, pour l'instant, sont stabilisés. On a des gains en efficacité énergétique qui sont relativement importants. Et puis, c'est le reste du monde qui s'équipe en grande partie, hein. Mais les projections, elles sont plus qu'inquiétantes et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi sur l'article The Conversation, à savoir que le trafic augmente énormément et la puissance de calcul aussi. Et notamment les investissements massifs qui sont faits par les GAFAM dans la 5G, la voiture autonome, le jeu vidéo aussi consomme beaucoup, la vidéo tout court, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est des grosses consommations de calcul. Or, le calcul, ça fait tourner les centres de données qui, pour l'instant, n'arrêtent pas de gagner en efficacité, mais il y a aussi une barrière physique à l'efficacité énergétique qui s'appelle la barrière de Landauer. Donc, c'est un théoricien dans les années 60, en 1961, un chercheur d'IBM. Et actuellement, l'industrie estime qu'au rythme de croissance annuelle, la barrière physique, elle serait atteinte entre 2040 et 2060, c'est-à-dire entre 2040 et 2050, c'est-à-dire dans 20 ou 30 ans. Donc, c'est quand même relativement proche parce que la barrière, elle est théorique, donc les gains en efficacité, ils vont baisser bien avant, quoi, hein. Donc, la consommation d'énergie du numérique, au final, elle va sans doute exploser dans un temps assez proche, sauf à ne pas faire la 5G, ne pas faire l'IA, et donc c'est ça l'avenir, c'est l'avenir sans un certain nombre de projets qui aujourd'hui ne sont pas raisonnables. Deuxième point, c'est la consommation de matière. J'espère que je suis assez clair, hein. Donc la consommation de matière, l'OCDE prévoit d'ici 2060 un doublement de la consommation de matière à l'échelle mondiale. Ce qui nous rapproche du numérique, c'est de réaliser que la première définition d'Internet, hein, Internet, ça date de 1961, et Internet, c'est quoi? Internet, c'est la commutation par paquet. C'est un théoricien qui s'appelle Leonard Kleinrock qui a dit finalement, bon, l'information, elle circule sur les réseaux, mais pour qu'elle circule bien, on va l'organiser comme la circulation de paquets, la circulation logistique, comme les colis à la poste, hein, pour simplifier, hein. Donc, c'est ça l'Internet, c'est la circulation de l'information suivant un modèle logistique, ce qui n'était pas le cas, jusque-là. Et le numérique permet ça, contrairement à l'analogique. Et ce qu'on peut voir derrière cette analogie, qui me semble très importante, c'est que l'Internet facilite la circulation de la matière à l'échelle mondiale. Et donc, quand on dit consommation x2 d'ici 2060, bah, c'est en grande partie grâce au numérique. Et on a deux possibilités. Soit cette tendance continue, et c'est le régime politique actuel, hein, c'est-à-dire les politiques publiques qui sont en place tendent à aller dans ce sens-là et donc à augmenter énormément les gaz à effet de serre, soit changer les politiques et donc changer aussi ce qui est fait du numérique, y compris du point de vue des infrastructures, et aller vers un avenir différent. Alors, après, il y a la dimension, le troisième point, c'est la dimension plutôt sociale, c'est-à-dire que nous sommes tous usagers de ce flux matériel, hein. Le flux matériel, bah, c'est tous les produits qu'on consomme et qu'on jette, c'est tous les services qu'on consomme qui nécessitent aussi des flux de matière et d'énergie. Donc, nous sommes très largement là-dedans.
Nous savons que ça ne rend pas forcément heureux, hein. Quand on regarde, c'est le paradoxe d'Easterlin, un économiste qui montrait que plus on consomme, le niveau de consommation n'est pas corrélé avec le niveau de bonheur. Par contre, c'est vrai que tous ces réseaux, nous sommes dépendants de tous ces réseaux, hein. C'est la notion de monopole radical d'Ivan Illich. C'est-à-dire qu'une fois que l'école a mis les devoirs sur le numérique, il est difficile de repasser au papier. Une fois que l'habitat est très dispersé, comme le cas des Gilets jaunes, il est difficile de se passer de la voiture, etc. Donc, il y a un certain nombre de besoins fondamentaux aujourd'hui qui nécessitent de passer par ces réseaux. Et tout l'enjeu, ça va être d'essayer l'avenir qui serait souhaitable, c'est d'essayer de sortir de ces réseaux-là en mettant en place d'autres formes de réseaux, des réseaux qui consomment moins de matière et d'énergie, qui émettent moins de gaz à effet de serre, qui sont plus intriqués, je dirais, avec la biodiversité et qui, du coup, permettent de trouver un certain équilibre sur la planète qui n'est pas vraiment disons, la direction qu'on prend aujourd'hui. Alors, cette vision permettrait de renouer un petit peu aussi avec l'utopie numérique du début, l'utopie un petit peu aussi des radios libres ou tout ce qui a été l'origine en fait de l'utopie Internet, à savoir des réseaux un peu alternatifs aux grands réseaux. Cette métaphore du réseau est relativement ouverte et ouverte aussi à, disons, à une diversité d'approches. Ça peut être aussi le fait de contrôler les infrastructures à l'échelle d'un pays, de l'Europe, alors que là, on est sur une plateforme dont les données passent aux États-Unis, puisque Zoom, c'est américain. Donc, quelle est l'alternative qu'on peut avoir sur le territoire national? Et encore, je ne parle que de ça, mais c'est la même chose pour les systèmes d'exploitation, Microsoft partout, moteur de recherche, Google partout. Enfin, il y a des questions derrière de faire évoluer l'infrastructure numérique vers quelque chose qui soit un peu mieux contrôlé et qui n'est pas l'orientation des politiques actuelles. Donc voilà ce que je dirais sur les avenirs numériques et on est à peu près à 10 minutes si je compte bien, donc je vais m'arrêter là. D'accord, merci Fabrice de vous être prêté à l'exercice qui n'était pas évident en plus avec les différents bruits de fond, différentes connexions. Donc je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat qui est sur la droite. Alors une question, ça peut être soit une incompréhension, soit une nouvelle ouverture. Alors donc une première question, est-ce que vous pensez qu'on va devoir donc limiter notre usage d'internet dans le futur? Et si oui, qu'est-ce qu'on va devoir donc choisir en priorité? Oui, alors aujourd'hui, quand on regarde la consommation, c'est vrai que la vidéo pose un problème quand même assez important. Donc là, en ce moment, avec le trafic Internet qui est très important, enfin un petit peu plus important plutôt du fait du virus, les gens font beaucoup de vidéoconférences. Netflix a baissé un tout petit peu son trafic. Il a limité la vidéo en 4K, notamment, hein. C'est la vidéo en très haute définition, en très très haute définition, sachant qu'il y a encore plus haut, etc. Donc, il y a un moment, oui, il va falloir arrêter la vidéo en 4K, la vidéo en 8K et arrêter la course à la super, 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 super définition, mais pas forcément la vidéo tout court. Et si on veut continuer à profiter des services un peu de base, donc vidéoconférence à basse définition, Wikipédia, des bases de données en ligne et toutes ces choses-là, mais il faudra aussi limiter, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est intelligence artificielle, 5G, voitures autonomes qui vont représenter des très gros trafics. Donc oui, il y a un enjeu de choix, effectivement, et ça passe en grande partie par l'infrastructure, parce qu'une fois que c'est un effet de réseau, hein, une fois que tout le monde est sur le réseau, c'est difficile de sortir du réseau. Donc les choix, ils se font maintenant. Alors, la blockchain, j'avais les dernières consommations. Alors ça, je crois les questions techniques comme ça sont pas faciles à répondre au sens où j'ai la réponse, mais pas forcément dans la seconde. Alors donc là, c'était une question qui a été posée sur le chat sur quelle est la part de la blockchain dans la consommation numérique pour situer pour ceux qui ont peut-être pas lu la question. Oui, oui, oui. Et alors, je l'ai, hein, parce qu'il y a il y a un suivi en fait continu de la consommation de la blockchain sur un site web. Mais comme ça, il faudrait que je regarde un petit peu, hein. Il y a des quantités très importantes de données
sur ces sujets-là. Et bon, je ne ressors pas toujours la donnée comme ça en 3 secondes, quoi. Mais je peux répondre plus tard sur le pad D'accord. en Donc c'est donnant noté. l'adresse du site web. Comme ça, vous pourrez suivre. Avec quoi, pardon? Excusez-moi. Je peux donner l'adresse du site web aussi pour pouvoir suivre j'en ai pas pour très longtemps, hein, pour retrouver le site web qui donne la consommation en temps réel. Elle était en très forte augmentation à un certain moment. Là, elle s'est plutôt stabilisée. La consommation, alors c'est pas de la blockchain, c'est du Bitcoin qui est basé sur la blockchain. Donc, ce site donne la consommation instantanée du Bitcoin. Alors, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que la Chine a interdit le minage. Et quand ils ont interdit carrément le minage. Ils savaient qu'il y avait des usines de serveurs qui faisaient que ça, ils les ont fermées. Est-ce que vous pouvez préciser rapidement peut-être qu'est-ce que le minage et peut-être si vous avez quelques informations sur pourquoi ils l'ont interdit? Ils l'ont interdit parce que ça consommait trop d'énergie. Et le minage, ça consiste à créer en fait des bitcoins via la blockchain. Et la blockchain, c'est quoi? C'est une suite de calculs. Et plus on crée de bitcoins, plus la chaîne de calcul est longue. C'est pour ça que c'est infalsifiable, entre guillemets. Mais plus la chaîne de calcul est longue, plus elle est difficile à faire, donc difficile à casser. C'est pour ça que c'est fiable. Mais plus elle est longue, plus elle prend de calcul, en fait. Donc, chaque bitcoin supplémentaire consomme plus que les précédents dans la création et le suivi. Donc, ça, c'est pour expliquer en gros. Je crois qu'il y a d'autres questions. Donc par exemple, la dernière question, est-ce que vous pouvez repréciser, la notion de barrière physique à l'horizon 2014? À quel mur se Oui. heurte-t-on? Non, le mur, ce n'est pas les matières premières. C'est le fait qu'au niveau physique, il faut pour déclencher le passage de 0 à 1, il faut un minimum d'énergie, en fait, une transformation de l'état physique du semi-conducteur. Qui nécessite un minimum d'énergie pour être, disons, détectable en volume énergétique. Je ne sais pas combien c'est de tête, mais quand on descend dans la gravure des semi-conducteurs, on arrive à une barrière de ce type-là. En dessous de cette barrière, en fait, on passe dans la mécanique quantique. C'est une logique complètement différente qui n'a rien à voir avec la logique des processeurs actuels. Ça existe aussi, mais c'est à l'état expérimental. Et quand on arrive près de la barrière, on arrive à ce minimum d'énergie qu'il faut pour faire un 0 ou un 1, et on ne peut pas diminuer. Voilà. Et d'où on peut calculer la consommation théorique du calcul à ce minimum-là. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Oui, ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup qui sont intéressantes, Alors, je vais vous, sur proposer lesquelles notre j'ai bien autre envie question. d'aller, et notamment Ah, le Covid? justement, alors on va poser cette question. Donc la crise du Covid ne risque-t-elle pas d'encourager les gouvernements à renforcer leur arsenal de surveillance numérique pour faire face aux problématiques de sécurité non traditionnelles, type pandémie, suivant l'exemple de la Corée du Sud, Taïwan ou Singapour? Voilà. Alors, la réponse est oui pour toute la première partie de la phrase, mais non pour la fin. À savoir que Corée du Sud et Taïwan, ce n'est pas une réponse sécuritaire. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que notamment la Corée du Sud, justement, j'ai tout le détail des événements qui se sont passés en Corée du Sud, puis en plus ma femme est coréenne, donc j'ai des infos de première main. La Corée du Sud, ce qui s'est passé, c'est une énorme mobilisation de la population autour du 20 janvier, vous avez bien entendu, autour du 20 janvier, une énorme mobilisation de la population pour dire qu'il fallait prendre des mesures d'exception pour bloquer la propagation de la maladie. C'est la population qui s'est mobilisée, contrairement à la France où, comme dit ma femme, vous êtes tous comme des moutons, vous attendez ce que le gouvernement vous dise quoi faire. J'insiste un peu là-dessus parce que on a vu passer tellement de stéréotypes sur oui, mais les Asiatiques, c'est normal, ils sont collectivistes, ils sont suivistes, c'est des moutons, mais c'est tout à fait le contraire en fait. C'est-à-dire que c'est la société civile qui s'est mobilisée et ils ont créé un espace public numérique dans lequel on pouvait voir la maladie, on pouvait voir les malades et la maladie. Donc ils ont testé en masse, ils ont mis en place un système de tracking des malades qui permettait de savoir qui est malade et où. Donc, ça permettait aux autres de savoir éventuellement où est passée cette personne, à cette personne de savoir, de signaler elle-même qu'elle était malade. Et donc, cet espace public, qui n'est pas un espace sécuritaire, a permis à la population de s'organiser.
Alors, c'est assez différent en Chine. Je vois que la Chine n'est pas mentionnée. La Chine est assez différente parce que le contrôle est plus centralisé. Bon, j'ai moins de détails sur la Chine, bien que j'ai une doctorante qui parle chinois et qui m'informe là-dessus. Mais apparemment, il y a eu plus de, disons, de contrôle top-down avec une volonté de contrôle. Mais quand on regarde aujourd'hui la situation française, le gouvernement français vient d'obtenir le tracking des citoyens via les opérateurs de télécom. Il vient de l'obtenir aujourd'hui. Donc, tout le monde va être tracé. Il n'y a eu aucun débat public, aucune mobilisation populaire sur le sujet. Ça se fait complètement top-down. Vu de Corée, on est presque en Chine ici, hein. Donc, il faut bien se rendre compte en fait de l'effet. On a l'impression comme ça que nous, c'est la démocratie et la Corée, c'est tout le monde qui suit. Les étapes des mesures, différentes mesures montrent plutôt l'inverse. Une autre question sur le déploiement de la 5G maintenant. Pensez-vous qu'en Europe, donc en Europe, y a-t-il encore une possibilité d'éviter le déploiement de la 5G? Il semble que le débat démocratique a été escamoté et que les textes sont passés de sorte que tout retrait pénaliserait maintenant lourdement les États financièrement. Alors, oui et non, j'ai dit la même chose devant un parterre d'entreprises. La représentante d'Airbus Défense était gênée, mais pas. Je ne suis pas du tout passé pour un fou. Ils se rendent compte qu'il y a vraiment une difficulté et qu'effectivement, ça risque d'ouvrir disons, un torrent de données. D'un autre côté, la 5G, c'est cher aussi. Il n'est pas certain, enfin, c'est 2 fois plus cher que la 4G. Aujourd'hui, les Français n'ont pas envie de payer forcément plus pour les télécoms. Le budget télécom est en train de baisser. Il y a une vraie incertitude sur le financement de ce point de vue-là, sur qui va payer la 5G. Donc, on entend des annonces à droite à gauche, des essais, mais on n'en est pas au déploiement à grande échelle. Et il y a des pétitions qui circulent anti-5G aussi, bon, qui sont faibles en France, mais plus fortes dans d'autres pays. Donc, c'est pas forcément, ça c'est pas joué, quoi, hein. Après, est-ce que les États vont perdre beaucoup? Il y a eu effectivement un certain nombre d'investissements dans le 5G. Après, moi, ce que je dirais, c'est que il y a des investissements complètement délirants sur les GAFAM, hein, des attentes complètement délirantes sur les GAFAM. Aujourd'hui, un salarié de chez Google, il est valorisé dans les 10 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire que la bourse attend qu'il génère 10 millions de dollars pour un salarié. Alors que Novartis, ça va être 200 000 dollars, par exemple, hein. Peugeot, ça va être 80 000 dollars. Donc, c'est des attentes qui sont délirantes déjà sur le numérique. Et il y a un moment où, certainement, un peu comme la bulle de 2002, de 2001, de 2002, il va y avoir un certain retour à la réalité et donc oui, de l'argent qui va partir en fumée parce qu'on peut pas, il faut parier raisonnablement sur les systèmes techniques et pas de manière déraisonnable. Merci. Alors pour tous, vous pouvez voir dans le chat, il y a certains participants qui proposent quelques précisions ou des liens. Et donc, bon, une nouvelle question pour vous, Fabrice. Qu'est-ce qu'on pourrait donc faire pour s'affranchir de la dépendance aux infrastructures américaines? Bref, là-dessus, il y a beaucoup de gens qui connaissent mieux que moi et bon, la solution, elle est simple, hein. Il faut des infrastructures européennes, sans doute plus que françaises. Moi, ce qui m'étonne, c'est pas forcément mon domaine principal, mais ce qui m'étonne quand même, c'est que les solutions existent. Elles sont disponibles à portée de main. La gendarmerie est équipée en Ubuntu. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour être tous équipés en Ubuntu? Il suffit de télécharger sur Internet. Moi, je suis sous Ubuntu. Amine Télécom, là, je suis sous Fedora. Bon, enfin, c'est des solutions qui sont bien mieux contrôlables que Microsoft et compagnie. Donc, je pense que là-dessus, il a manqué un peu au niveau européen de sauter un peu sur l'occasion du logiciel libre. Je ne suis pas sûr, mais je crois que l'Asie a largement utilisé Linux pour échapper aux Américains. Bon, c'est assez inquiétant de toujours pas avoir compris quelle était l'importance du contrôle de ces infrastructures. C'est comme si les autoroutes privatisées étaient toutes sous pavillon américain. Ce serait quand même un peu un problème.
Bah, pour reprendre le commentaire que vous avez fait au début, puis ici votre mention du livre, vous avez parlé des espoirs libertaires des débuts de l'Internet. Qu'est-ce que vous envisagez de ce point de vue pour l'avenir? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer vis-à-vis de vos recherches? Bah, disons que ce qu'il faudrait, c'est, enfin, je pense qu'aujourd'hui, enfin, il y a une feuille de route du numérique au niveau du Conseil national du numérique sur la consommation du secteur. L'Allemagne a publié sa feuille de route. Aujourd'hui, les scénarios Green New Deal au niveau européen ne prennent pas en compte la réalité du numérique. Ils ont une vision complètement fantasmatique. Ils croient que ça sert à optimiser le transport, à réduire les gaz à effet de serre, alors que les investissements, ils ne sont pas là. Et même loin de là. Et donc, le type de politique qu'il faudrait changer pour que ça soit le cas et ce n'est pas en place, je pense que ça va monter assez vite sur l'agenda avec la publication de toutes ces feuilles de route. Le Shift Project a joué un grand rôle et EcoInfo aussi, enfin un certain nombre de personnes, le site greenIT.fr, bon, pour essayer de mettre le débat sur la place publique et que les gens se rendent compte que non, c'est pas copier-coller illimité et gratuit, le coût marginal zéro de reproduction comme on a entendu au début. Alors, on était un peu tout seul à dire ça entre 2005 et 2010 et on est un peu moins seul aujourd'hui. On voit bien que cette année en particulier, il y a un peu un tournant sur le sujet où ça remonte. Enfin, s'il n'y avait pas eu le Covid qui prend toute la place, c'était un sujet qui montait quand même très très fort. Mais je pense qu'il va continuer de le faire. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer quel est le cours marginal zéro de reproduction? À quoi ça correspond? Oui, ça correspond, enfin, en économie, quand on fait, par exemple, quand on fabrique une voiture, si on fabrique une voiture à l'unité, ça coûte très cher. Si on fabrique 100 000 voitures, ça suppose de fabriquer d'abord une usine. Et une fois qu'on a construit cette usine qui coûte très très cher, chaque véhicule produit, il coûte moins cher. Donc le coût marginal, c'est le coût de chaque véhicule en plus produit. Donc, si on fait 100 001 véhicules au lieu de 100 000 véhicules, bon, ça fait presque pas de différence en fait. Hein. Donc, c'est l'intérêt de la production en très grande série. Et ce qui s'est passé avec le numérique et qui a un peu fasciné tout le monde autour des années 90, c'était que le coût marginal d'une voiture, bah, quand même, ça dépend du type de voiture, mais 10 000 euros, mettons, ou 20 000 euros, et pour une voiture très, très, très commune, avec le numérique, ça semblait être zéro carrément. C'est-à-dire que le logiciel, pour le copier, bah, ça ne coûte rien. Et donc, il y a eu zéro, c'est 0 euros ou presque 0 euros. Hein, donc, ce n'est pas 10 000 euros, c'est beaucoup moins du coup. Donc, il y a eu une espèce de fantasme un peu là-dessus, de la gratuité, de l'infinité, de l'abondance du numérique qui était trompeuse. Enfin, en tout cas, tous ceux qui s'intéressent à l'écologie savaient bien que tout ça, c'est de l'infrastructure matérielle. Et donc, c'est de la consommation d'énergie, c'est toutes ces choses-là, et qu'une fois généralisé, ça deviendrait significatif, même si au début, c'était peut-être quand il y avait peu de monde en avait, c'était pas significatif. Nous, on a l'habitude de raisonner de cette manière-là sur le numérique, les transports, l'agriculture, un peu surtout. On raisonne en se disant, bon, c'est bien, mais si on généralise, qu'est-ce que ça fait? Et là, il y a eu une illusion. J'ai des dizaines et centaines de citations de ce type-là, comme quoi ça pouvait ne rien coûter et donc du coup être une solution pour aussi la planète, puisque ça ne coûtait rien, c'était immatériel, entre guillemets, c'était propre. Hein, Dominique Volton, notamment un des grands, disons, scientifiques français sur la question, j'ai des citations dans les années, fin des années 90, début des années 2000, il dit ouais, ça a à voir avec l'écologie, c'est propre. Et ben non. Alors, donc pour revenir peut-être sur les espoirs qu'on a évoqués précédemment, on a une question sur quel serait l'avenir de la propriété intellectuelle. Donc, vous avez évoqué notamment les logiciels libres. Euh, Quelle serait Alors, votre la réponse à cette propriété question? intellectuelle en soi, c'est tellement vaste. Hein, c'est comme dire, je sais pas, ça serait quoi l'avenir de la consommation ou de la philosophie ou de. C'est très très vaste la propriété intellectuelle. Donc, c'est pas évident de répondre. Bon,
Pour continuer sur le logiciel libre, il faut voir qu'aujourd'hui, le libre a gagné d'une certaine manière, hein. C'est-à-dire que le libre, on le retrouve partout. Énormément de serveurs tournent sur du logiciel libre. Le libre en tant que tel n'est pas une garantie de démocratie, hein. Ça peut être utilisé aussi bien par les dictatures. Donc, c'est un élément d'un contrôle collectif des infrastructures et pas la solution dernière. Voilà, après, bon, il y a la propriété intellectuelle, il y a la musique, il y a tellement de choses il y a l'édition scientifique. Enfin, c'est tellement vaste que j'ai du mal à dire autre chose. D'accord, merci. Alors bon, on a des questions très générales qui sortent un peu du cadre de cette intervention et il est bientôt 19 h, donc l'heure que nous étions fixée pour terminer cette intervention. Alors peut-être une dernière question. Oui, Alors voilà, la question de Pierre donc. oui. Connaissez-vous des Moi, sites? je signalais le site Green IT, effectivement, qui donne des pistes. Aujourd'hui, celui qui est, enfin, le think tank qui est le plus avancé sur ces scénarios de décroissance numérique, il dit sobriété numérique, mais ça revient au même, c'est le Shift Project, indubitablement. Le Shift commence à être contacté par les collectivités territoriales, je le sais, parce que je les connais, je suis en relation avec eux, hein. Et ils me disent très nettement que les collectivités s'inquiètent. Elles ne sont pas trop sur la course à l'échalote. C'est plutôt un peu de l'inquiétude. L'inquiétude, effectivement, d'être dépassé, d'être poussé en dehors des réseaux, d'un côté, et de l'autre côté, de bien se rendre compte que ça va poser beaucoup de problèmes, notamment encore des ondes, toujours des ondes. Donc, ils ne savent pas trop quoi penser aujourd'hui et on est sur une période un peu charnière, à mon avis, sur la 5G qu'il faut investir. Merci beaucoup. Alors, donc, une fois de plus, merci de vous être prêté à ce premier exercice de webinaire avec toutes les petites incertitudes et les petits désagréments techniques, notamment de bruit de fond permanent des participants qui nous ont rejoints pendant l'intervention. À tous les participants, merci de vous être prêtés à l'exercice. Alors, donc vous pourrez retrouver une partie de cette intervention et avec d'autres contenus sur le site internet du projet onsadapte.fr dans la rubrique On s'informe. Et surtout, n'hésitez pas, donc pour être tenu, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre intervention en ligne. Voilà. Je vous invite à nous Un petit suivre mot. sur... Oui, Pour le Bitcoin, c'est Digiconomist. Je l'ai écrit sur le chat. Vous pouvez regarder. Digiconomist. donc le site pour suivre... Voilà. Pour suivre la consommation, il y a le Bitcoin Energy Consumption Index du Digiconomist. Et comme ça, vous pouvez voir le détail pour ceux que ça intéresse. Super. Et donc pour tous, je vous invite à suivre le compte Twitter On s'adapte 2020 et le compte Facebook On s'adapte. On vous tiendra informé du coup des prochains contenus qu'on met en ligne, des prochains webinaires, des prochaines conférences et de tout événement en rapport avec le projet. À la semaine prochaine. Merci. Merci à vous Fabrice et merci à tous. Bonne soirée.